Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de se remettre en question, de s'incruster dans ses albums, de se rapprocher de ses sujets, de faire des choix très tranchés, d'imposer sa façon de faire sans se laisser influencer par l'extérieur, de l'inspiration qui naît de l'ennui, de dire clairement ce qu'on veut, de mots-clés et de backlinks, des tautologues, de rebondir dans la pandémie. Mais surtout, on parle de savoir se taire quand on ne sait pas. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de David Mazot. Et bonjour David. Salut Julien. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est cool. On a eu des petits problèmes techniques avant d'enregistrer. Je peux raconter l'histoire, mais ma petite table de mixage était un petit peu déconnée. Et évidemment, en bon geek qui se croit infaillible, j'ai décrété que c'était David qui avait un problème. Je vais faire démarrer 5 fois son ordinateur avant de redémarrer ma table de mixage. Et tout s'est remis à fonctionner. Donc, merci David pour la leçon d'humilité. C'est une bonne leçon que des fois, il faut se remettre soi-même en question avant de demander aux autres de le faire. Oui. C'est ce que j'appelle l'effet Bonaldi, en fait, sur Canal+. Exactement. Ça marche avant de tester et quand tu lances, ça marche plus. Quand tu lances le truc, ça marche plus. Non, mais moi, c'est le parachèvement d'une semaine un peu compliquée. Donc, au moins, on va terminer sur une bonne note avec toi. J'ai encore un job après. Et puis, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien et que j'ai plus de catastrophes cette semaine. Tu connais le principe du podcast. La toute première question, c'est l'elevator pitch. Tu es dans un ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi. Il te dit qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et tu as 3 étages pour lui expliquer. Qu'est-ce que tu lui dis ? Eh ben, que j'ai 41 ans, que je suis marié, que j'ai 3 enfants et que à Bordeaux. Et que avant, dans une autre vie, j'étais spécialiste de l'étalonnage et d'effets spéciaux. Et qu'en fait, j'ai choisi de mettre cette expertise à profit pour, on va dire, raconter en images la vie de famille et la vie de couple, la vie de passionné de couple. Et j'adore le cinéma en général, en fait, sur plein d'aspects. Et c'est ce qui en fait mon approche totale de comment je prends mes images, comment je les colorise et comment je choisis mes cadres. T'as dit la vie. Et en fait, c'est vrai, tu vois, quand je l'ai préparé, l'elevator pitch, j'ai toujours des notes pour rebondir un petit peu et compléter. Et j'ai marqué, tu touches à tout. Mariage, photo et vidéo, portrait entreprise, cosplay, aquatique. Et tout ça, en fait, finalement, c'est la vie. La photo et la vidéo, c'est la vie, parce que de toute façon, c'est 2 manières différentes de raconter la vie. Le portrait, c'est la vie. L'entreprise, c'est la vie. C'est juste la vie professionnelle. Le mariage, c'est la vie personnelle. La famille, c'est la vie personnelle. L'aquatique, c'est la vie sous une autre forme. T'es photographe de vie, en fait. Et t'es même documentaire de vie, en fait. T'es même pas que photographe, finalement. Ouais, alors après, j'irai pas sur le côté documentaire, parce que du coup, y a un aspect qui est cher pour moi, c'est le côté un peu plus graphique de ce que j'essaye de produire, et que j'essaye plutôt d'avoir un aspect souvenir-rêve, voire même histoire racontée qui aurait pu ne pas se passer. D'accord. Donc, parce qu'à partir du moment où on shoot, que ce soit en photo ou en vidéo, au moment où on a terminé le shoot, c'était déjà le passé. Donc du coup, il y a plein de photographes qui photographient la réalité de ce qui s'est passé, et c'est très bien, chacun sa manière de... Et moi, en fait, j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin et de donner l'impression qu'ils ont vécu quelque chose et que l'image que je rends, c'est réellement un souvenir. Je sais pas si... Tu apportes une petite touche de toi, en fait, dedans ? C'est ça le résumé, c'est que tu apportes ta vision qui est très tranchée. On va voir que tu as une façon de voir les choses qui est dans une direction et tu sais où tu vas. Ça va être, je pense, le fil rouge de tout l'épisode. Mais c'est vraiment ça. Tu as un bout de toi dans tout ce que tu rends, en fait. J'essaye de faire croire que je sais où je vais. Ouais. On en est tous là. On va attaquer par la philosophie photo. Si tu devais offrir un livre à un photographe, ce serait lequel et pourquoi ?
Alors, moi, je suis pas très lecture parce que du coup, je sais pas tout faire. Il y a des choses où je suis mauvais. La lecture, je suis pas très très bon. Donc, les livres, c'est pas quelque chose de proche, mais tout à l'heure, je l'ai un peu dit, c'est plutôt le cinéma. Ouais. Et j'aurais une tendance à pousser les gens à aller voir une série de films d'un réalisateur qui, à mon sens, est le seul à avoir fait ça au cinéma ou peut-être ils sont pas beaucoup à l'avoir fait parce que je connais pas tout. C'est Wes Anderson. En fait, au-delà d'avoir fait des films très très bien racontés, très jolis esthétiquement, travaillés, drôles, avec des très bons acteurs, en fait, il a fait aussi un fil conducteur. C'est-à-dire que c'est un des seuls réalisateurs où en fait tu peux regarder l'ensemble de ses films dans l'ordre dans lesquels il l'a fait pour apprendre des nouvelles choses d'un film à un autre alors que c'est pas la même histoire. D'accord, il y a des liens toujours entre les histoires. C'est donc, l'histoire de Pixar où tous les films de Pixar se déroulent dans le même univers. Je sais pas si tu connais ce truc-là. Oui, c'est ça, c'est un peu ça, et je trouve que c'est la force de ce qu'on pourrait avoir chez les futurs photographes et vidéastes, puisqu'il y a de plus en plus de photographes, et il faut toujours essayer d'avoir une valeur ajoutée en plus pour les particuliers. D'avoir une continuité en tout cas. Ouais, et du coup, Wes Anderson, il avance et il crée son œuvre, et je trouve ça bien. Donc du coup, il y a des films chez Wes Anderson qu'il faut voir dans l'ordre. Les plus intéressants, c'est La famille Tenenbaum, La vie aquatique. Après, on peut aller directement sur, on va dire, Darjeeling Limited et Moonrise Kingdom. C'est marrant parce que tu disais la vie tout à l'heure. Et en fait, tu mets c'est un fil conducteur de ta vie à toi entre tous tes reportages, du coup. C'est un peu ça le. Ouais, c'est ça. C'est un des piliers que je m'impose. Il se matérialise comment, du coup, par la mise en forme des photos, par une présence, Moi, par exemple, je me glisse dans tous mes reportages, d'une manière ou d'une autre. Je trouve toujours un moyen de m'incruster quelque part. D'ailleurs, ça s'est vu dans le dernier que j'ai publié, où on me voit en reflet dans certaines photos, mais je trouve toujours un moyen de me glisser dedans. Et toi, c'est quoi ton fil conducteur ? C'est difficile. J'ai beaucoup de signatures. La colorimétrie pour moi c'est très important parce que je veux qu'elle ait toujours l'impression d'être sortie d'une pellicule de film. Ouais. Enfin, j'essaye de le faire. Et ensuite, j'essaye aussi de me positionner d'une certaine manière, mais on en parlera peut-être plus plus tard. Sur le positionnement, c'est justement la prochaine question. Quand j'ai regardé tes photos, tu vois, la première chose que je me suis dit, c'est que tu es très proche physiquement de tes sujets quand tu fais des photos. Souvent, bon, j'imagine qu'il y a des fois où tu es un peu plus loin de temps en temps, mais que tu recherches une proximité très forte. Ben ouais, on va dire la recherche de l'émotion, elle est forcément à un moment donné, il faut se rapprocher. Donc on le sait, de toute manière, des photos de voitures sur un circuit au téléobjectif, il n'y a pas d'émotion en fait. Ouais. L'idée c'est de se rapprocher. Après, ça va peut-être choquer des gens, mais sur un mariage ou un shooting à l'extérieur, moi j'ai qu'un seul objectif. En fait. Et c'est quoi ? Je suis toujours au 50 mm. Ah, c'est marrant. Alors, ouais. Et la raison, elle est toujours la même, et elle vient faire écho à ce que tu me demandais tout à l'heure. C'est que moi, je considère que ce que je dois livrer, c'est le point de vue d'une personne qui a été invitée. Donc, ce que voit la caméra, c'est son œil, en fait. D'accord, mais t'as rien d'autre qu'un 50 mm ? J'ai que ça, ouais. T'as pas d'autre objectif dans ton sac ? Non, j'ai un 85 des fois que je sors quand les gens mangent, mais ça c'est le côté un peu corpo où je fais des portraits, mais je montre pas ces photos-là parce que c'est des photos très personnelles pour eux. Mais le reportage storytelling, c'est full 50 et dans mon sac il y a que ça. D'accord. Et si t'as genre une situation où t'as pas de recul ou tu te débrouilles avec le 50 ? Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Non, mais c'est et en fait, comme l'œil humain, tu vois, comme l'œil humain, il est entre 35 et 45, ça varie en fonction des gens. L'optique 50, c'est celle qui, on va dire, est le meilleur rapport pour représenter l'œil humain. Et si on descend trop, on est plutôt sur des trucs beaucoup plus oniriques, voire fous, avec les fisheyes, tout ça. Et si on monte trop, on s'éloigne de l'émotion du sujet. Donc, du coup, je reste là-dessus pour une raison de narration.
Ah, ça, je l'avais pas réalisé en regardant les photos, mais j'avais trouvé la proximité physique par rapport à tes sujets qui était assez forte et même mentale d'ailleurs, parce que c'est dans tous les aspects du premier contact que ton client va avoir avec toi. Il y a écrit « Je dois apprendre à vous connaître ». Tu notes que tu fais un nombre limité de mariages dans l'année parce que tu as besoin de les connaître, que tu as besoin de poser beaucoup de questions. Effectivement, quand tu as 25 mariages dans l'année, c'est pas la même chose que quand on a 5 ou 10 ou 15. Et tu peux pas t'investir de la même manière. Il y a cette phrase que j'ai trouvée très belle d'ailleurs. « Laissez-vous surprendre, l'appareil photo ne sera bientôt plus une barrière entre nous. » Bah oui. Après, j'essaye de rencontrer les gens au moins 3 fois. Ouais. Enfin, les faits de la société font que on a fait beaucoup plus de visio en fait à cause de ce qu'on sait, mais j'ai essayé de rencontrer avant plusieurs fois les gens, donc maintenant c'était plutôt 2 visios, une rencontre physique. Ouais. Et moi je veux pas aller en mariage ou en shooting d'ailleurs avec des gens avec lesquels on n'a pas échangé longtemps. Donc, dans le cadre du mariage, c'est un cadre spécifique où il y a une journée, voire plusieurs jours, où on doit être en immersion avec eux. Donc, du coup, j'impose même les mariés de venir shooter avec moi. Donc, je prends une après-midi avec eux, où en gros, on parle du mariage, on parle d'eux, on parle de moi, mais surtout, on shoot. Et comme ça, le jour du mariage, ils sont hyper réactifs par rapport à ce que je dis. Ils sont à l'écoute. Ils me considèrent comme quelqu'un d'important dans le déroulé. Et ça se construit. Voilà. Ouais. Ça j'ai remarqué quand tu fais des shootings en amont avec les mariés, au moment où tu arrives aux photos de couple, ils savent déjà tout. Ils partent directement dans la bonne direction, ils savent qu'il faut faire quelque chose avec ses mains, ils savent tous les petits trucs que tu leur expliquais avant. Du coup, tu as vachement bien préparé ton mariage, tu gagnes un temps fou, quoi. Oui. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Non, mais c'est important. On a l'impression qu'on photographie. C'est vrai que moi qui suis plutôt dans les événements corporate, j'ai l'habitude d'arriver, de poser mon sac, de sortir l'appareil, et puis c'est parti. Et c'est vrai que des fois, tu démarres un truc comme ça, et tu te dis, mais par quoi je vais commencer ? Tu sais pas à qui t'as affaire, et en fait, tu sais pas. Alors, tu t'en sors, mais c'est vrai que le démarrage, il est vachement plus facile quand tu as fait ce travail en amont, en fait. Après, les shootings corporate, parce que j'en fais. Je fais pas ça. Il n'y a pas de relation avant. Par contre, je filtre les gens bien avant, d'une autre manière sur le site, qui fait que du coup, j'ai pas tout type de shooting corporate. Quand tu filtres, c'est quoi le filtre ? Ce que je montre. En fait, ce que je montre sur des pages dédiées à ça, je montre pas tout. Et donc, du coup, mon propos colorimétrique fait que, par exemple, j'aurai jamais de shooting de marque qui ont besoin d'une couleur standard pour faciliter leur détournement graphique. Donc du coup, je me rends compte avec le temps que les shootings corpo que j'ai, ça va être de la soirée d'ambiance, où justement je reprends la même méthode, où je fais comme si j'étais un des invités de cette soirée et je suis dedans avec eux au contact. Je suis toujours surpris par le 50 mm en fait. Moi, je suis au 35 et des fois je trouve que ça manque de largeur et du coup le 50 je trouve ça dingue en fait d'arriver à faire du reportage que au 50 quoi. C'est très fort. Et après je cours beaucoup. Je cours beaucoup, je bouge beaucoup. J'ai qu'un seul boîtier, j'ai pas 2 boîtiers. Donc après je suis aussi pas forcément quelqu'un de très expansif. Donc du coup le 50 me permet d'être proche sans être très proche d'eux. Donc l'image paraît proche, mais j'ai quand même une certaine distance. Et puis après, pour les raisons que je t'ai dit avant, cette raison, elle m'avait marqué un jour où j'avais rencontré pour un projet, j'ai travaillé plusieurs mois en Belgique. Et à l'époque où je faisais des films, donc j'étais sur un film d'animation et j'avais rencontré des gens qui travaillaient sur d'autres films, et là ils étaient sur un film des frères Dardenne, je sais pas si tu connais. Le nom me dit quelque chose. Les frères Dardenne, ils ont eu des belles récompenses. C'est des réalisateurs belges qui font du cinéma d'auteur et qui font des choses assez fortes, et dans la rencontre de ces gens-là, en fait, tu te rends compte que tu comprends pas pourquoi ils ont des focales fermées, à 50 justement, tu vois, et qu'il n'y a pas de stabilisateur, ça tremble,
c'est derrière les épaules et tout. Et en fait, c'est un choix vraiment de leur part. Et c'est ce qu'ils m'avaient dit en direct. Ils m'avaient dit, non, mais ça, il faut pas stabiliser. Il faut que ça reste tremblant parce que la caméra est une personne qui est un personnage du film. Et donc, j'avais gardé ça en tête il y a 10 ans. Et depuis ce temps, ça m'a jamais quitté. En termes de Dardenne, je connais plus Tyler Durden. Mais je sais pas si tout le monde aura la référence. Non, là, c'est Dardenne avec un A. Dardenne. Tu m'as dit ça. C'est les frères Dardenne, c'est hyper connu. Je me suis dit, merde, c'est Tyler Durden. Ah oui, Fight Club. Ouais. Non, ils sont hyper connus. Hein. Tu vois, ils ont eu une palme d'or. Non, mais t'as eu, du coup, t'as eu le bon exemple au bon moment d'un choix très tranché et assumé, quoi. Oui. Tu fais le Marvel comme tout le monde, ou tu fais le Dardenne à ta sauce, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'est le grand débat du cinéma en ce moment. Enfin, c'est genre les Marvel qui sont bien lisses, bien parfaits. Tout est fait au numérique. Tout est. Y a rien. Il y a pas un poil de cul qui dépasse. Et là, pour le coup, t'as des cinéastes indépendants en face qui font des trucs très très personnels avec des défauts. Ou alors même DC qui prend le contre-pied total avec Batman qui est noir, sombre, illisible. Exactement. Quasiment. Après, il faut pas que je mente, parce que s'il y a des gens qui me connaissent, qui m'écoutent, ils vont dire oh là là, David, tu fais croire que tu regardes que des films d'auteur. C'est pas du tout. J'aime presque même pas les films d'auteur. Les Marvel, j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est un bon spectacle, et aussi parce que j'ai quand même 10 ans d'effets spéciaux en 3D, donc du coup, j'ai eu une habitude malsaine d'aller voir des films pour les décortiquer. Ouais. Mais parce que j'aime bouffer de l'image, j'aime regarder beaucoup de films. Donc même des films qui sont très pauvres en histoire, j'aime beaucoup la manière qu'ont ces réalisateurs de raconter les choses, parce que ça reste efficace. On pourrait prendre un film de Michael Bay qui est un des réalisateurs qui a fait les derniers Transformers, des trucs comme ça, où en fait ça pète partout, c'est du spectacle. En fait, il y a beaucoup de gens qui se moquent de ce réalisateur, mais en fait, il arrive quand même à faire beaucoup d'entrées et surtout à raconter une histoire qui se tient de A à Z. Et faut pas se moquer trop. Tu peux aimer les Marvel et avoir bon goût quand même. Hein, je veux dire, c'est pas. Exactement. C'est pas le truc. C'est sûr que c'est pas. Quand tu prends un site de vidéaste, c'est rarement dans les influences. Le dernier Spider-Man, tu vois, les captures d'écran des films qui l'ont inspiré, c'est plutôt Dune, c'est plutôt Blade Runner, c'est plutôt des trucs comme ça. Mais effectivement, t'as le droit d'aimer les Marvel. C'est pas. Moi, je les adore. Et, j'en raterai pas un. Et même les mauvaises séries, je les regarde quand même, tu vois. Donc c'est pas parce que c'est divertissant, c'est pas truc. Et puis c'est une histoire. Tu vois, on parlait de continuité. Ça reste un univers en fait. Et du coup, des fois, ce que je me suis dit quand j'ai vu Shang-Chi, qui est un peu le lancement de la nouvelle phase du truc, le film en lui-même était pas fou. Mais je pense que dans l'ensemble de la continuité de l'histoire, une fois qu'on aura tout le recul qu'on a sur les 10 premières années, le film aura beaucoup plus de sens à un moment. Et il prendra de la valeur avec le temps. Oui, exactement. Puis même avec toutes les séries qui sortent, ça fait un univers. Moi, j'aime beaucoup et je l'aime pas parce que du coup, il y en a trop qui sortent et du coup, je me connais et du coup, c'est ma drogue. C'est qu'il y a un truc qui sort, je veux savoir, je veux regarder jusqu'à la fin. Même des séries qui sont mauvaises, des fois, je me fais piéger. Je prends les 2 premiers épisodes et c'est très très mauvais et en fait, je regarde jusqu'au bout parce que je veux savoir, quoi. Dernièrement, Moon Knight, qui était pas incroyable, mais bon, on a quand même regardé jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. C'est quand même, ça arrive. Un autre choix très tranché de ta part, c'est pas de flash. Alors au départ, j'ai noté pas de flash en soirée, mais j'ai l'impression que c'est pas de flash du tout, en fait. Jamais, j'ai pas utilisé un flash. Exclusivement en lumière ambiante. Alors on est d'accord que c'est un choix, même si tu dis je sais pas utiliser un flash, c'est pas un choix par défaut, c'est un choix parce que tu recherches cet effet cinématique. Oui, en fait, je m'y retrouve pas en flash. La preuve, c'est que quand j'ajoute des lumières, on le voit pas sur certaines photos, mais quand j'ajoute des lumières, c'est des lumières continues. Ouais. Que je sois en photo ou en vidéo, j'utilise des lumières continues, tu vois. Donc j'ai des mini light panels de chez Aputure qui me permettent de les placer à certains endroits et souvent en fin de soirée que sur moi en fait. Et mais je reste en lumière fixe parce que du coup pour les mêmes raisons que je t'ai expliqué tout à l'heure, je considère que les photos flash qui peuvent être jolies pour d'autres photographes que je respecte beaucoup vont sortir de ce que je veux raconter. Tu vois, je veux vraiment raconter les gens
ont vu quand ils étaient dans la fosse en train de danser ou en train de boire un cocktail, et surtout que ils m'ont jamais senti avec eux. Ouais. Tu vois. Je me sers beaucoup d'écran de gens. Je suis toujours à côté de quelqu'un. Je suis toujours l'épaule contre épaule avec quelqu'un. Je suis toujours à essayer de me cacher quelque part avec des gens. Ouais. Tu vois. Et pour la lumière, c'est une des raisons. Comment ? Ça t'aide à rester discret en fait. Ça reste, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'a surpris en fait là-dedans, c'est que déjà j'étais surpris de voir que ça fonctionne parce que c'est pas la norme entre guillemets. Hein. La norme, c'est ce que tout le monde fait. Hein. C'est pas une règle absolue, mais c'est aujourd'hui quand t'es photographe dans un mariage, on attend de toi. Au moins sur la partie soirée ou dans des circonstances un peu particulières où la lumière va pas être très bonne, que tu sois capable de sortir même pas que tu sois capable, que tu sortes un flash, que tu le mettes au bon endroit, que tu fasses des photos qui fonctionnent avec le flash. C'est le standard aujourd'hui du métier. Donc j'étais surpris de voir que ça marche, que les photos sont belles même si tu travailles sans flash. Mais que tu imposes et tu t'imposes ce que tu as envie de faire en fait, sans te laisser influencer par l'extérieur. Ouais. Même des fois, je rends des photos où il y a rien, dans le sens où il y a juste une lumière et une silhouette. Et en fait, j'invite beaucoup de gens à tester ça, d'envoyer des photos où en fait il n'y a pas la tête visible parfaitement. Et en fait, les gens vont apprécier cette photo. Ouais. Donc à partir du moment où l'image me plaît et si elle raconte quelque chose, c'est toujours plus intéressant. La personne se reconnaîtra et ça sera. Après, c'est vrai que l'utilisation du flash, c'est une norme. Moi, je sais que je suis hors norme là-dessus, mais en fait, la raison, elle est assez simple, elle est évidente. Je pense qu'il y a beaucoup plus de photographes qui partent vers des essais de vidéo que de vidéastes qui partent vers la photo, en fait. Et la réalité, c'est que je m'impose des règles en photo qui sont liées aux contraintes de la vidéo, en fait. D'accord, c'était ma question suivante. Tu vois, c'est bien tombé. Oui. Grâce à ça, en fait, ça me permet, si tu veux, de maintenant d'être totalement assuré quand je propose une presta photo-vidéo, les deux en même temps, en fait. Au-delà du fait de faire deux travails qui sont un peu opposés, je garantis que la couleur des photos sera la même que la couleur de la vidéo. Oui, et du coup, t'as pas à gérer des coups de flash et des couleurs de flash à gérer, à homogénéiser avec le reste. La couleur du flash en continu sur une vidéo, c'est quasiment impossible d'avoir ça. Ouais. Sauf si tu as 5-6 assistants qui montent des lampadaires de 1000 kilos. Mais non, mais c'est ce que je m'étais noté comme question en fait. Est-ce que c'était le côté vidéo qui t'avait encouragé à fonctionner comme ça? Est-ce que c'est le fait d'avoir vu que ça marchait en vidéo? Parce qu'en vidéo, effectivement, t'as tes petites lumières continues et c'est tout. T'as pas la possibilité de mettre des flashs aux quatre coins de la piste de danse, d'en avoir un sur l'appareil ou quoi. En fait, t'as la lumière disponible et la lumière que tu peux créer, mais qui a certaines limites en vidéo. Et le fait d'arriver de la vidéo, finalement, ça t'a fait comprendre que tu pouvais faire la même chose en photo et que ça pouvait fonctionner. Ouais, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est surtout, j'essaye de maintenir ça. Donc, du coup, j'ai des contraintes au 50e. Je reste souvent au 50e. Et du coup, par contre, j'ai beaucoup de filtres en amont de l'objectif. J'essaye d'avoir une image qui rentre en lumière avant qu'elle soit traitée au numérique. Et une des raisons, au-delà du vidéo photo, une des raisons aussi qui m'a forgé dans cette démarche-là que j'aime, c'est que moi je faisais beaucoup de photos argentiques perso, de 13 ans à, je sais pas, après mes études, tu vois, genre presque 20 ans, 24 ans, je sais pas. Et en fait, directement en photo, quand je me suis acheté mon premier boîtier, j'ai directement acheté ce qu'on appelle maintenant un hybride, quoi. Ouais. Je suis pas passé au réflexe miroir, en fait, tu vois. D'accord, donc t'es resté à l'argentique pendant très très longtemps? Je suis passé de l'argentique direct à la visée numérique, full numérique, avec toutes les options vidéo. Mais avant, derrière. Avant, tu fonctionnais avec quoi? Alors, les vidéos, tu les faisais avec des caméscopes, des appareils dédiés? Avant entre l'argentique et l'hybride, parce qu'il y a quand même 7-8 ans. Bien. Non, pas tant que ça, parce que du coup, moi, j'ai eu les premiers Lumix, tu vois, les premiers GH1, GH2, tout ça. Le GH2 qui était incroyable quand il est sorti, puisqu'il y avait des optiques qui étaient incroyables, qui ouvraient à 0,95, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'utilise sur des
que j'utilise plus parce que j'ai plus de capteur micro 4 tiers, mais que j'ai toujours là au cas où en backup. Et après, en termes de film, moi j'avais pas de boulot là-dessus. Tu vois, en termes de caméra, quand je bossais dans un studio pour de la caméra, pour du tournage, soit j'étais autour d'une équipe qui avait tout un matos de tournage que je peux pas me payer puisque personne peut se payer ça puisque les gens le payent en location. Soit c'était des projets indépendants sur de la pub avec des télés, des trucs comme ça, où en fait t'as beaucoup plus de flexibilité. C'est des caméras, ça pouvait être du DV, du mini DV, du H8, tu vois, c'était des trucs comme ça à l'époque. On travaillait en pixels à 320 pour faire 2 fois 240, quoi. Non, mais en fait, oui, je t'ai dit, le règne du réflexe, ça a été long, mais en vrai, c'est vrai que t'as raison. Les premiers Fuji, ils ont 10 ans, quoi. Les premiers Fuji en hybride, ils ont 10 ans, et en fait, ça a existé. C'est vrai que ça n'a pas été dominant pendant un moment, même les premiers Sony A7. Ça fait un bon moment, ça fait 8-9 ans. Et effectivement, ils n'ont pas dominé le marché tout de suite, mais par contre, c'est vrai que ça fait longtemps que ça existe, et finalement, il n'y a pas eu une période où il n'y a eu que du réflexe en dispo, pas si longue en tout cas. Si elle a existé, elle n'a pas été si longue que ça. Donc effectivement, toi, tu as été avant-gardiste là-dessus. Ouais, c'est ça. Et mon premier boîtier argentique, c'était, alors j'ai oublié le nom, c'est le Canon AE1, je crois. Où en fait, dessus, il y a la gamme d'optiques qui s'appelle Canon FD. Et c'est toujours les optiques que j'utilise maintenant. D'accord. Ah oui, donc... C'est-à-dire que sur mes boîtiers numériques, j'ai toujours ces optiques-là. En fait. Même en photo ? En photo et en vidéo, en fait, je suis toujours sur cette optique. En même temps, ça aide à avoir un rendu très particulier, ces optiques-là. Ouais, et puis ça coûte pas cher. J'en ai cassé 4. Et à chaque fois, je le rachète puisque ça se fait plus. Donc du coup, ça s'achète que d'occasion. Mais ça vaut pas cher. Et ça vaut pas cher. En même temps, ça vaut 100 balles et t'es content. Cette vision aussi des choses. Tout le monde veut s'acheter le dernier Canon à 5000 balles et oublie qu'en fait, t'es pas obligé, quoi. Je suis pas obligé parce que je sais que moi, je suis en manuel tout le temps, même sur le focus. Et donc, je cherche le point tout le temps. Je le trouve pas tout le temps. Et je sais que pendant longtemps, j'avais des discussions avec des photographes qui étaient en visée miroir, qui me disaient mais comment tu fais pour faire le focus tout le temps en manuel ? Et en fait, ils comprenaient pas que j'étais déjà en hybride et que dans l'hybride, il y avait déjà beaucoup d'aide pour se faire le focus. Et que comme je venais de l'argentique et qu'en argentique, on mesurait la distance à l'œil avec les machins, les trucs, et que du coup, fallait pas se planter parce que ça coûtait cher la pellicule, du coup, cette pratique-là fait que maintenant, je suis un peu plus à l'aise. De toute façon, je veux dire, la mise au point, elle a été faite en manuel pendant 80 ans avant d'arriver à l'autofocus et ils s'en sortaient très bien. Donc finalement, c'est que c'est faisable. C'est juste nous qui sommes devenus un peu feignants, quoi. La blague, c'est que quand je prends une optique qui est en autofocus, ça m'arrive une fois par an de tester un truc qu'on me dit, tu vas voir, elle est incroyable cette optique, et je la mets en autofocus et en fait, je suis paniqué, j'arrive à rien en fait. Le truc fait les trucs que je veux pas faire et ça m'énerve et je débraye tout et ça me saoule. Mais ça, je peux comprendre. L'an dernier, j'ai changé ma manière d'approcher la photo de soirée. Et notamment, je suis passé à un très grand angle, donc je suis en Fuji et j'ai pris le 10-24, donc je suis à 10 mm tout le temps. Et en fait, je suis encore en train de chercher comment faire, mais je pense que la meilleure manière dont je vais m'en sortir, ça va être de me mettre en focus manuel, de garder une certaine distance et d'essayer de gérer ma distance par rapport au sujet, tu vois. Plus facilement de faire ça que... Parce qu'en plus, je veux dire, un 10, ta profondeur de champ, elle est monstrueuse dès le départ. Mais c'est plus facile de faire ça que de te mettre en autofocus avec le multipoint où une fois sur deux, il va aller choper le mauvais endroit pour faire sa mise au point. Et en fait, c'est vrai que des fois, c'est vachement plus confortable d'être en mise au point manuelle, quoi. Bah ouais. Mais de ce que tu en me tout dis, cas, de ce que tu me dis, tu devrais presque être un photographe argentique, en fait. Ouais, je l'ai testé. Je l'ai testé la première année de ma société de photo et puis j'ai vu que chercher un couple pour 1 heure de séance où ils vont payer 1 000 € la séance. Quand tu démarres, c'est un peu dur, ouais. C'est pas rentable. Ouais. Je suis sûr que ça existe, mais faut être installé, quoi. Quand tu démarres, tu fais pas payer ta séance. Faut être installé à des endroits spécifiques. Il faut avoir une communication qui suit. C'était pas le cas à l'époque. Il faut être audacieux, ce qui est pas forcément mon argument le plus intéressant qui me décrit. Et puis
Et puis surtout, faut trouver des clients qui sont patients, et je pense que la génération, elle est plus trop là-dedans. Donc la clientèle de l'argentique est quand même une clientèle qui très clairement n'a pas 25 ans. Donc ça me plaît pas. Et puis c'est con, mais maintenant on en parle beaucoup, c'est quand même plus du tout écologique pour le coup. Oui, surtout qu'on a d'autres options. Quand on n'avait pas d'autres options, ça allait. Encore que c'est pas... Enfin, on en parle beaucoup, on te dit beaucoup qu'il y a des trucs pas terribles dans les pellicules, mais au final, c'est pas des quantités non plus astronomiques, et c'est toujours moins que le paquebot qui va polluer autant que toute la ville de Paris sur un voyage, mais bon, c'est une autre histoire. Si on reste un petit peu sur les analogies entre ton travail vidéo et ton travail photo, je trouve qu'il y a, dans ce que tu présentes, tu mets sur ton site des vidéos et des photos, je trouve qu'il y a des vraies analogies dans la construction des reportages, dans ce que tu montres. Il y a des vraies passerelles entre les deux, ça j'aurais bien aimé qu'on en parle, parce que par exemple, je mettrai le lien dans les notes d'épisode, mais tu m'as envoyé une vidéo d'un reportage famille. Alors déjà c'est marrant parce que c'est à Paris, c'est au Parc Monceau, c'est un endroit que je connais bien parce que moi je vais faire des photos là-bas. Ça m'aurait jamais traversé l'esprit de faire une vidéo de famille, ça marche super bien, c'est un film relativement court, c'est mignon, c'est touchant, c'est adorable. Des fois tu fais des reportages comme ça, tu te dis qu'est-ce que je vais mettre en photo, comment je vais construire, et c'est vrai que dans ta présentation de tes photos, on retrouve cette construction que tu vas voir dans les vidéos, où c'est vachement plus sans pitié, la vidéo. Si t'as pas de rythme, si t'as pas de cohérence, ça se voit tout de suite, et c'est nul. Et du coup, toi, tu arrives à transcrire ça en photo. Ouais, je comprends. Alors, c'est un cas particulier, parce que cette vidéo-là, comment te dire, je triche un peu, quoi. J'ai 3 enfants, j'ai 40 ans, donc aller photographier des enfants qui courent dans un parc ou j'ai un peu de presse. Mais et là, pour le coup, ce shooting-là, il était un peu improvisé parce que c'était pas ce qu'on devait faire sur le projet initial. Mais comme je suis pas parisien, arrivé au Parc Monceau un samedi après-midi, j'ai vite compris que c'était une mauvaise idée. Donc du coup, j'ai changé les choses et on a fait ça. Et en fait, il y a aussi un couple qui répond. Très clairement, la moitié de ce que tu vois dans ce film est réalisé par la famille, en fait. Je fais rien à part être là. Et après, mon travail est comment je vais raconter cette histoire, même si il y a de la triche, parce que du coup, en photo, il n'y a pas de triche, en vidéo, il y en a beaucoup. Et donc, quand je dis qu'il y a de la triche, c'est que des fois, je dis, écoutez, là, j'aimerais bien refaire ça. Et donc on reprend le plan et ils s'amusent, donc ça va. Mais oui, cet exercice-là de ce film-là de famille, c'est quelque chose que j'ai lancé en milieu d'année dernière parce que je voulais proposer aux gens et aux couples, aux familles et aux couples, plus de vidéos sur les réseaux que des photos, en fait. Et ce film-là, en fait, c'est une livraison réelle qui est faite pour être publiée sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est chouette parce qu'en fait, déjà, encore une fois, tu pars dans une direction qui t'intéresse sans te demander ce que vont penser les autres. En fait, c'est une bonne manière en fait de faire avancer un peu les choses finalement, parce que si t'en parles sur Résonance. Je pense que tu vas avoir beaucoup de réactions qui vont pas être très très positives en te disant mais non, mais personne va vouloir ça, machin truc. Et en fait de partir dans ta direction, finalement, tu vas regarder, ça marche en fait, ça fonctionne. Ouais. Après j'ai appris à des fois pas écouter les gens. La raison réelle, c'est que les premières fois où on m'a parlé de ce groupe Résonance, qui est un groupe privé de photographes sur Facebook, moi j'avais refusé de m'y inscrire parce que je voulais pas être influencé dans ma démarche. Ouais. Et maintenant c'est toi qui as créé le groupe quand il a été supprimé. Avec le temps, on m'a dit vas-y, viens quand même, c'est intéressant, tu rencontres des gens et tout. Donc en effet, j'ai rencontré des gens et au final maintenant je suis devenu avec Renaud Julien, je suis devenu propriétaire du nouveau groupe. Donc du coup c'est rigolo. Mais bon, c'est pas pour remettre ça en avant, mais en tout cas pour les films,
je pense que c'est le futur, quoi, très clairement. Et puis c'est pas la nouvelle d'Instagram qui va me contredire, quoi. Le fameux changement d'algorithme qui va mettre plus en avant les vidéos que les photos. Exactement. C'est bien, tous les gens qui ont sabordé leur site web au profit d'Instagram, ils doivent être contents maintenant. Juste pour revenir à la question initiale, donc du coup, comment tu transposes le storytelling vidéo en storytelling photo? Comment je transpose? Ouais. Ben c'est peut-être ça le truc, c'est que je transpose pas en fait. Dans les deux cas, je me dis mais comment on va raconter cette histoire, quoi. Ouais. Et souvent ça passe par je pose mon appareil et je regarde ce qui se passe, quoi. Et pour ce qui est de la famille, comme ce que tu as vu, et du mariage, il y a toujours une part d'incertitude au moment où tu commences à shooter. Et avec le temps, l'expérience et la pratique, pour ceux qui veulent se lancer en vidéo, tu acquiers des habitudes qui font que tu sais où est-ce que tu vas aller. Tu vois, le dernier film que j'ai fait l'an dernier, que je montre, en tout cas celui que je trouve que j'adore, le dernier que j'ai fait en mariage, j'ai une thématique, un fil rouge sur le film qui est le fil rouge du temps de l'horloge. Je l'avais pas avant de venir, en fait. C'est qu'à un moment donné, pendant les préparatifs, je m'embêtais. Mais vraiment, je m'embêtais. Parce que j'étais là trop longtemps et ça servait à rien, parce que tout le monde se maquillait. Et j'étais contre un mur à me dire, je gêne pas trop, je suis là, j'attends qu'il se passe quelque chose. Et sur ce mur, il y avait une horloge qui faisait vraiment trop de bruit, au point de m'énerver, mais je le dis pas, tu vois. Et je regarde, et en fait, au-delà de l'énervement, je me dis, mais attends. Et donc, du coup, je filme cette horloge moche qui fait un bruit immense, et j'ai filmé 10 minutes de son, et en fait, ça a fait le fil conducteur de mon film. C'est ouf. Et pendant la journée, je construisais les plans que je voulais par rapport à ça. Mais c'est marrant parce que c'est souvent dans l'ennui que ce genre d'inspiration viennent, en fait. Quand tu es dans le feu de l'action, t'as pas le temps de réfléchir, et du coup, tu t'accroches à tes réflexes et à tes habitudes. Et quand tu es posé comme ça, enfin, si tu regardes, tu vois, on parlait d'être papa tout à l'heure, tu regardes tes enfants, à un moment, ils vont être assis quelque part, tu as l'impression qu'ils font rien, et tout d'un coup, ils vont te créer un truc extraordinaire, juste parce qu'en fait, l'idée est venue parce qu'ils avaient rien d'autre à foutre. En fait, c'est hyper important de s'ennuyer. Ah ouais, bah là, on va parler du sujet compliqué, l'éducation, mais ouais. Et en fait, il faut savoir ne pas leur donner tout cuit, ouais. Donc du coup, le fait de s'ennuyer, c'est souvent des phrases que mes enfants aiment pas quand ils viennent me voir et qu'ils me disent je sais pas quoi faire. Ils savent ce que je vais dire, en fait, parce qu'ils ont l'habitude. Donc maintenant, ils me le disent plus. Mais je sais qu'à une époque, je disais, bah tu sais, c'est bien de pas savoir quoi faire. Tu vas trouver au bout d'un moment. Au lieu d'allumer la télé 24 heures sur 24. Donc du coup, être passif. Tu construis un peu plus, ouais. Après, moi, j'adore aussi construire dans l'urgence. J'ai beaucoup de choses qui ont été faites dans l'urgence. C'est aussi savoir anticiper ce qui va être fait ou pas. Je sais que je me retrouve souvent dans des situations que j'ai déjà entendues dans tes podcasts où j'ai plus les photographes en tête, mais où certains te disaient je me pose à un endroit et en fait j'attends qu'il se passe quelque chose. Et ben je fais ça aussi, mais des fois j'arrive à me dire c'est fort probable qu'il se passe un truc si je me mets là, en fait. Et une réaction, quelqu'un qui se retourne ou quoi. Et si je suis pas content que ça se fait pas, je la provoque aussi. Ça peut m'arriver que je provoque des choses. C'est marrant. Moi, je me pose dans des endroits où j'ai déjà vu quelque chose passer mais que j'ai raté. Parce qu'en fait, l'expérience que j'ai de tout ça, c'est que les choses tournent en boucle. J'ai déjà raconté dans un épisode, je sais plus lequel du podcast, il y a en décembre 2020 ou 2020, je crois, j'avais un mariage, on était en plein Covid. On sortait du Covid, ils commençaient à réautoriser, donc on avait des mariages avec 17 personnes autorisées dans la mairie où on devait négocier pour pouvoir faire rentrer tout le monde, le photographe, le truc, le machin. Et moi, les mariages, j'arrive toujours en avance. Et celui-là, j'étais arrivé en avance, mais il n'y avait pas de café ouvert puisque tous les cafés étaient encore fermés à l'époque. Et ma seule option, c'était la mairie du 3e. Il y a un parc en face. C'était de m'asseoir sur un banc. Il faisait un peu froid, mais c'était supportable. Et d'attendre. Et j'avais 1 heure d'avance, donc j'ai attendu 1 heure sur un banc dans le truc. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui se passait dans le parc tournait en rond. Les gens, ils repassaient devant moi. Et plusieurs fois. Et c'était les mêmes personnes qui passaient à chaque fois, qui faisaient la même chose. Et ça se répétait. Et souvent, en fait, je pense que
Si tu prends l'épisode d'Alison, elle disait je vais Oui. attendre en me disant tiens, ça serait chouette que quelque chose se passe là. Si tu prends Sébastien Roignan, il va te dire la même chose que moi, qui est l'univers te répond. Moi, mon évolution là-dessus est que, en fait, je pense que tu as déjà vu qu'il s'est passé quelque chose là et que tu sais qu'il va revenir. Je sais pas si c'est clair. Et ou alors si tu transposes ça sur toute une expérience, tu vois, genre sur un shooting famille ou un mariage ou autre chose, tu as peut-être potentiellement l'habitude que tu sais qu'il va se passer telle chose à tel moment, donc du coup tu anticipes le truc, tu te mets à tel endroit. Ouais. Voilà. Mais tu Oui, attends une répétition, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que tu as l'impression que tu attends le hasard, mais la réalité, c'est que tu sais à peu près ce qui va se passer, quand ça va se passer, à quel endroit et comment. Et juste, tu te positionnes pour l'avoir, quoi. Ouais, le plus dur, c'est de faire croire aux gens qu'ils vivent quelque chose d'unique alors que toi, tu l'as vu plusieurs fois. Toi, tu l'as vu des centaines de fois. toujours la même chose. En parlant d'expérience unique, il y a une partie de ton site que j'adore, que j'ai beaucoup aimé, qui est le cosplay. Ouais. Donc déjà, de base, sur un site de photographe professionnel, on ne s'attend pas à trouver ça. La question numéro 1, déjà, c'est comment on tombe là-dessus, là-dedans. J'imagine qu'il faut être passionné au départ du sujet et puis s'y engouffrer en photo dans la foulée. Je pense que le cosplay est venu avant la photo plutôt que la photo avant le cosplay. J'ai tort ou pas? Alors, oui et non. Non, la photo était là bien avant. Par contre, mais c'était indépendant de la photo au départ. C'est-à-dire, je vais plus loin. Toi, t'appelles ça cosplay, mais je vais te faire un rectificatif par rapport à ça. Mais en maternelle, en fin d'année, tu te costumais en lapin ou en cow-boy, tu vois, et t'allais jouer au pistolet quand t'étais cow-boy avec tes copains, etc. Et en fait, tu te rends compte que plus tu vieillis, tu le fais toujours en fait ça. Tu vois, dès qu'il y a quelqu'un qui t'appelle pour faire l'idiot en costume, c'est pas impossible que tu le fasses en fait. Tu vois. Et en effet, quand t'es jeune, tu le faisais. Donc je le faisais bien avant la photo, ça c'est sûr, mais j'appelais pas ça se costumer avec les adultes. Donc le rectificatif, c'est que toi t'appelles ça cosplay. J'ai repris le terme qui était sur ton site. Je pense que c'était pour simplifier, pour vulgariser le truc, mais parce que je travaille le référencement de mon site. Mais le mot cosplay, c'est des gens qui prennent du temps à se costumer pour se montrer sur un salon, sur des photos, tu vois. Donc c'est des projets qui maintenant arrivent chez moi à Bordeaux. Parce que du coup j'ai monté un studio pendant le Covid, donc du coup là c'est les premiers jours d'ouverture du studio, donc je vais développer ce genre de projets créatifs, tu vois. Donc là on est sur du cosplay où les gens se mettent dans la peau d'un personnage qui peut exister souvent, mais c'est très passif. Et les photos que tu as vues sur mon site, en fait c'est pas du cosplay, c'est ce qu'on appelle du jeu de rôle grandeur nature. Et en fait, ces gens-là, c'est des gens très passionnés, souvent incroyablement partageurs. C'est vraiment des gens qui peuvent avoir un grand sens de l'humain et qui sont là pour une journée entière, 2 jours, 4 jours, où on leur a donné un rôle avec des choses à faire, des gens à rencontrer, des profils de personnages à garder, et ils ont passé 1 an à fabriquer leurs costumes. Et ils arrivent dans un jeu avec des gens qui ont créé cet univers-là. Alors moi j'ai commencé en tant que joueur, j'ai été aussi invité en tant que photographe sur certains moments sur des événements privés comme ça, et tu vas comprendre du coup pourquoi j'essaye souvent un peu de me cacher. En fait sur ces gens-là, sur des prestats avec ces gens-là, s'ils me voient, ils sortent de leur jeu, tu vois. Donc du coup j'ai toujours cette manière de faire les photos pour qu'ils ne sentent pas que je sois là. Il y a même eu des fois, quasiment souvent, où en fait je suis costumé avec eux. En fait. C'était ma question, c'était comment on fait comment on fait de la photo là-dedans, comment est-ce que tu t'intègres, tu t'immerges littéralement dedans, parce qu'effectivement tu es dans un truc médiéval, un appareil photo, ça détonne un peu quoi. Ouais, et l'appareil photo je ne l'enlève pas, ça c'est sûr, de toute façon en médiéval, en tout ce qui est costume et tout ça, il y a 2 choses sur lesquelles je peux pas jouer, c'est l'appareil photo et mes chaussures. Je considère que je dois marcher bien et que je dois pas avoir mal aux pieds. Et après pour l'immersion, pareil, hein, je reste un personnage qui vit l'histoire, quoi. Donc
on pourrait... Moi, ça m'arrive, si tu veux, s'il y a quelqu'un qui se lève sur un jeu de rôle comme ça, ou un mariage, quelqu'un qui se lève et qui va faire un discours, moi, le premier réflexe que j'ai, au-delà de faire des images d'ambiance, de scène, de machin, c'est qu'à un moment donné, je vais à la place de la personne qui s'est levée parce que c'est une chaise qui est disponible. Et donc, du coup, je m'assois avec les gens, et du coup, j'ai les épaules des gens qui regardent la personne qui est en train de parler, tu vois. Donc, je fais souvent ce genre de choses. Mais l'effet extrême, il y a 4 ans, j'ai fait un jeu de rôle grandeur nature en tant que photographe et organisateur, parce que depuis peu, j'organise ces événements-là. J'étais en plein milieu de gens qui étaient des Gaulois dans un village gaulois, donc tu vois un peu le truc, un peu mystique, un peu gaulois, donc vraiment perché, et en plus le lieu est très loin. Pour y accéder, il faut faire plusieurs kilomètres en voiture sans électricité, sans eau pendant 2 jours. Et donc du coup t'es là-dedans, et la nuit il y a un monstre, parce qu'il y a une animation et qu'ils sont là pour jouer, ces gens-là. Et il y a un monstre qui arrive, qui est immense, qui a du spectacle, quoi. Et ce monstre-là, il fait un truc pour balayer tous les gens qui sont des personnages, quoi. Ouais. Et moi, je suis avec eux. Et je sais pas ce qui va se passer. Mais sauf qu'au moment où le grand monstre fait quelque chose qui dit à tout le monde de tomber au sol, ben moi, je suis avec eux. Et en fait, le réflexe que j'ai, c'est que je tombe au sol avec eux, en fait. Ouais. Et donc, je suis avec eux et je suis en train de shooter, quoi. Tu détonnes pas, en fait. Tu étais dans le jeu, mais tu continues, tu continues ton travail malgré tout. Voilà, je suis pas journaliste de guerre, hein, loin de là, mais tu vois, c'est plus fun, quoi. Mais je risque pas ma vie. Mais en tout cas, je me donne à. Mais tu restes dans la peau du personnage. Ça t'apporte quoi dans ton approche du boulot, quand tu as des boulots du coup genre mariage ou reportage corporate? Parce que du coup, tu parles de cette immersion-là et d'aller jusqu'au bout en fait du truc. Est-ce que ça se retrouve dans ton approche boulot, dans les jobs payés? Premièrement, moi j'ai souvent des gens qui me disent qu'ils m'ont jamais vu de la soirée. J'ai aussi des, comment te dire, c'est aussi important pour moi de retranscrire vraiment ce qu'il a été vu dans le regard de la personne. Donc je vois pas, si tu veux, pour moi je vois pas l'intérêt, comment te dire, de monter très haut pour faire un plan aérien, tu vois, un truc comme ça, en photo en tout cas, parce que un invité aurait pas fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu veux rester à hauteur. C'est pour ça que tu vas piquer la chaise du mec qui s'est levé, quoi. Ouais, je reste à hauteur du regard humain. Je suis pas très grand, je suis pas très petit. J'ai une focale qui a un œil humain. Je fais des erreurs dans les focus. En fait, c'est nos yeux, tu vois, c'est comme ça. Oui, les yeux ont du mal à faire la mise au point, donc du coup, on est dedans, en fait. C'est peut-être ça, en fait, ton storytelling qui fonctionne. C'est quand tu vois, je disais tout à l'heure, tu nous immerges dans tes sujets. Je l'ai dit tout à l'heure ou je l'ai dit plus tard. Attends, je sais plus à quel moment. Je crois que c'est un peu plus tard qu'on va le dire. Mais oui, c'est un peu plus tard qu'on va le dire. Mais tu nous immerges dans les sujets. Et finalement, c'est aussi une manière de nous immerger. C'est que tu as un regard très humain. En fait, ta photo est un regard humain sur un événement humain, en fait. Ouais. Alors, c'est dur d'accepter, de dire que j'ai un regard humain. J'essaye de l'avoir le plus possible. En tout cas, les gens disent que c'est le cas. Et je pense qu'il faut se donner l'énergie pour le réussir, tu vois. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir 4 ans d'école où, en fait, on développait nos sens artistiques, créatifs et techniques dans l'image. Et j'ai eu des profs incroyables qui me parlaient pendant 6 heures de focale caméra pour donner de l'intention, de l'émotion. Ouais. Et donc, quand t'as quelqu'un en face de toi qui a 10, 20 ans de plus que toi et qui part pendant 6 heures de focale caméra et que tu te rends compte que c'est pas juste un objectif que tu mets pour aller voir loin ou court, tu vois, du coup, tu fais attention à ça. Et je tiens aussi, je fais hyper attention aux couleurs, aux grains, aux effets de lentilles, parce qu'en fait, je considère que le regard des gens, sur n'importe quel âge, il y a une sorte de mémoire sociétale, je sais pas si ça se dit, j'invente le mot, enfin, qui fait que en une microseconde, tu vas juger une image, en fait. Et ce jugement, la mémoire collective. Ouais. Et la culture du cinéma, elle est ancrée dans les gens de manière vraiment forte.
et une image qui a des couleurs cinéma, qui a du grain cinéma, tu vois, qui a des contrastes et tout, il va y avoir un jugement qui va être différent que d'autres photos plus plates, plus standards. Et donc du coup, je me dis que je joue sur cette sensation-là, sur les premières secondes où en fait il faut donner tout, quoi. Ouais. Voilà. Je l'ai pas mis dans les notes d'épisode, mais dans ce que j'ai préparé, parce qu'à un moment, il faut faire des choix. Mais c'est vrai que j'avais vu sur certaines photos qu'il y avait pas mal de grains, justement, et que je me suis dit, ça doit être intentionnel, justement, parce que ça fait partie du style et des choix, en fait, que tu fais. Ouais, j'aime bien salir l'image, ouais. Ouais, c'est une bonne. Non, mais c'est bien, tu vois. Enfin, je dis souvent, il n'y a pas de bonne approche, il y a chacun ce qui lui convient. Et c'est vrai que, encore une fois, si on prend la norme, ce que tout le monde va faire en ce moment, ça va plutôt être du côté des Touman avec des trucs très extrêmes et très dans un sens pas irréel, mais enfin aller chercher la photo que personne d'autre va faire. Et c'est marrant d'avoir cette discussion avec toi de l'œil humain, de rester proche de l'œil humain. Et de rester proche de ce qu'il va voir, en fait, c'est assez marrant de voir que c'est le contre-pied total, mais que ça marche quand même, quoi. En fait, on a tendance à voir la mode du moment comme le truc ultime et la seule chose qui peut fonctionner. Et c'est rigolo de voir que de temps en temps, tu as un irréductible gaulois, tu vois, on y revient, qui a son approche à lui et qui dit moi je vais faire comme ça et puis ça va fonctionner et puis vous allez voir que c'est chouette aussi, quoi. Et oui. Et puis si ça fonctionne pas, c'est parce que si sur certains clients ça fonctionne pas, c'est parce que je les ai mal chopés. Hein. Donc très clairement, à mon avis, moi, mon point de vue, c'est qu'on peut pas vendre tout à tout le monde. Donc du coup, je préfère vendre peu de choses à des gens qui sont ultra convaincus que d'aller faire des efforts et des pirouettes pour faire plaisir aux gens. Ouais, c'est comme ça qu'on se retrouve à faire 55 mariages par an mal payés, alors qu'on pourrait en faire 10 et à peu près le même volume de chiffre d'affaires, quoi. Et beaucoup plus payé, en fait, pour le coup. Beaucoup, beaucoup mieux. Un truc que j'ai trouvé génial sur ton site, et je trouve qu'en termes d'intentionnalité, c'est très bien de faire ça. Tu as une liste des projets dans lesquels tu aimerais être embarqué. Oui. Ça, je trouve ça chouette. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Souvent, quand tu discutes avec des jeunes photographes, ils vont te dire pourquoi moi j'ai pas ci, pourquoi moi j'ai pas ça. Toi, tu demandes. Tu dis voilà ce qui m'intéresse. Proposez-moi des choses. Oui, puis ça fait partie du ciblage que j'ai fait des gens avec qui je veux travailler aussi, parce que il y a une réflexion marketing derrière. Alors je dis pas que tout est parfait, qu'on évolue avec le temps, je fais évoluer ça tout le temps, mais en tout cas ce dont je suis sûr, c'est que je touche pas n'importe qui comme personne, et donc c'est forcément souvent des gens qui sont soit à la marge, soit très proches de l'image. Donc du coup, ils ont besoin de quelqu'un de créatif, polyvalent, qui a un point de vue arrêté sur une recherche spécifique. Donc, dire, c'est des gens qui ont des points de vue, qui cherchent quelqu'un qui a un point de vue. Ouais, et c'est difficile à comprendre, je pense, pour des gens qui peuvent se lancer. Mais malheureusement, il vaut mieux pas, à mon avis, pour le futur, il vaut mieux pas essayer de répondre à la demande, mais de créer un désir avec ce qu'on fait. Parce que ça m'est déjà arrivé, même cette année, de répondre à un doublon d'un photographe de mariage, Patrick par exemple, pour pas le nommer, qui est artistiquement aux antipodes de ce que je fais. Ouais, ce que j'allais dire, c'est pas tout à fait le même genre. Voilà. Ben en fait, il m'a envoyé le doublon parce qu'il était déjà pris. On a pris contact avec les mariés et en fait, ils sont allés sur mon site et ça leur a plu. Et en fait, tu te rends compte que les gens, n'importe quel client, va décider d'employer un photographe ou un vidéaste parce qu'ils sont tombés à un moment donné sur ces images et que ça les a touchés. Mais ça les empêchera pas, s'il n'est pas disponible, de changer totalement de style graphique si le site nouveau sur lequel ils vont aller leur plaît. Donc il faut juste bien le présenter un peu. D'accord, c'est une question d'emballage. Mais en tout cas, de responsabiliser les gens sur leur projet. J'imagine que ça t'amène des clients qui ont pas une.
qui ont pas une certaine forme de passivité en fait. Toi, tu vas chercher des gens qui ont une recherche proactive et ça te permet justement de les trier comme ça. Ouais. De toute façon, je le vois direct dans les échanges de mails. Et maintenant, c'est une nouveauté que je fais sur mon site. Je montre le premier email que je reçois de la personne sur ce qui est du mariage, parce que bon, je sais que sur ton podcast, on parle de plein d'usages de la photo, mais sur ce qui est du mariage, comme moi je vois ça comme une création partagée, je me dis que pour moi, le premier mail de la mariée, pour moi, c'est le brief client, quoi. En gros, où c'est le pitch du scénario du film, quoi. Et donc, les 2 dernières histoires de mariage que je montre sur mon site sont celles que je voulais montrer sur la saison précédente. C'est vraiment le mail des mariés, en fait, de la mariée. T'anticipes une question que je te poserai après. Ouais. Bah après, j'ai changé des petites phrases pour des raisons de cohérence, de propreté, de cohérence ou de mots trop longs ou de prénoms qu'il fallait pas faire apparaître, etc. Mais en soi, ça reste une démarche à fabriquer sur son propre site, tu vois. Et donc j'attends pas. En fait, je teste beaucoup de choses. Teste beaucoup de choses. C'est ce qu'il faut, je pense. On va revenir sur ce point très précis dans 2 questions. Avant, je voudrais qu'on parle d'une image en particulier. C'est une double exposition que tu as publiée sur Instagram avec un modèle qui s'appelle Amandine. Vous êtes sur les toits de Bordeaux. A priori, c'est une sortie photo que vous avez fait sur un coup de tête, sans idée particulière sur la manière dont ça allait se dérouler, sur le résultat que ça devait donner. Et c'est une expérimentation, en fait, cette photo. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça, justement, de ce qui vous a amené, à sortir comme ça, à aller dans cette direction-là. À tenter des choses. J'imagine que pour les 2 photos qu'on a vues, il y en a eu beaucoup plus qui ont été faites et qui n'étaient pas forcément aussi réussies. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on parle de ce côté créativité, expérimentation et le ratio succès raté. Là, dans ce cas-là, c'est une photo de soirée, de coucher de soleil. Alors, on est sur les toits de Bordeaux, mais parce que sur Instagram, fallait écrire rapidement et romancer. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est sur le dernier étage du parking de la gare Saint-Jean de Bordeaux, qui est totalement vide de voitures à cette heure-là. Et donc, du coup, en hauteur, avec le soleil rasant, on a l'impression d'être aux États-Unis. Et c'est super. Et cette modèle précisément, c'est quelqu'un avec laquelle je travaille depuis à peu près 4 ans. On se voit quand on peut. Mais à chaque fois qu'on se voit, on essaye de faire des choses. Donc du coup, il y a une certaine, il y a une construction qui s'est faite avec le temps. Sur les premiers shootings, on n'était pas du tout à ce niveau-là de recherche. Mais en tout cas, on s'est bien amusé sur cette séance. Ça a peut-être duré 20 minutes. Et je sais pas, je crois que j'ai livré 30 photos, quoi. Voilà. Et ces 2 photos mélangées me racontaient tellement de choses que du coup, je les livrais comme ça. Mais j'ai pas forcément trop de réflexion sur ce shooting-là. Après, je sais que tu vois, je fais de l'aquatique maintenant. Enfin, je suis en formation encore, justement avec Alison Bands. Je me considère en formation parce que j'ai encore du mal à me projeter dans faire plonger au niveau sécurité encore les gens. Ouais. Une grosse responsabilité. Voilà. Mais en tout cas, je me précipite pas parce que c'est des choses un peu sérieuses. Et par contre, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Autant faire des shootings avec Amandine, c'était des choses que j'essayais, mais j'ai bien vu les limites avec d'autres modèles aussi, où en fait, il y a une attente des modèles qui est la norme des photos modèles, tu vois. Et moi, tout ce qui est en norme, tu commences à comprendre, c'est pas forcément ça m'ennuyer. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, j'essaye toujours d'un peu tirer. Et l'aquatique a été pour moi une ouverture d'esprit incroyable. J'y suis vraiment allé en termes de formation juste pour aller voir autre chose. Et en fait, j'ai découvert vraiment ce qui me manquait dans la branche de ce que je voulais faire, c'est-à-dire faire très peu de photos, mais très artistiques. D'accord. Et donc j'ai beaucoup plus de recherche en photo et j'ai beaucoup plus d'échanges en aquatique avec les modèles parce que on plonge ensemble, parce qu'on est dans le même bain entre guillemets, dans le même ennui, tu vois. Il y a la température de l'eau, il y a le fait de respirer, il y a le fait de regarder l'image, de le regarder à deux, de s'expliquer attends, il me manque ça et ci et ça. Et donc là j'aime beaucoup ça.
Peut-être parce que c'est moins défriché aussi. Il y a plus de choses à découvrir, il y a moins d'influence, il y a moins de normes, entre guillemets. Tu as plus de liberté à aller où tu veux. Il y a plus, je dirais qu'il y a plus de difficultés à faire de la photo aquatique au niveau matériel, et du coup, ça m'intéresse parce que il y a moins de gens. Malheureusement, c'est gentil de ta part, tu as dit que que je t'ai affirmé et tout, mais malheureusement, c'est difficile de s'affirmer tout le temps, et quand il y a beaucoup de monde, j'ai du mal à ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Donc, j'essaye toujours d'aller vers des endroits où il y a moins de monde, tu vois. Et l'aquatique, c'est un endroit aléatoire, dangereux, inconnu, et mystérieux, tu vois. Donc ça, c'est tout moi en fait. Tu vois, j'aime beaucoup ça. Et plonger avec des gens maintenant c'est ce que je fais là. Je plonge avec des gens dans des lacs où je vois pas à plus de 3 mètres en fait. Ouais. C'est-à-dire que s'ils s'éloignent trop, je vois plus rien. Et du coup, j'ai plein de séances où en fait on voit des mains, des hanches, des bras, des têtes. Que je livre, et les gens sont contents, et il y a même des gens qui impriment. Enfin, j'ai une cliente qui a imprimé une photo où en fait on la voit pas. Ouais. On voit juste un peu des cheveux, mais elle est contente, et elle l'a mis dans son salon parce que c'est moins, je sais pas comment dire, c'est moins ostentatoire qu'une photo de famille posée, tu sais, machin. C'est une photo qui paraît l'aspect d'un tableau, pourtant c'est ses cheveux et il y a que elle qui le sait. Ah ouais, j'aime bien l'idée. Je comprends tout à fait la logique qui t'a poussé là-dedans, en fait. C'est qu'effectivement, il y a moins de monde, donc il y a moins d'avis. Et ça te laisse de la place pour créer le tien, en fait. C'est un des petits défauts de ce monde-là, c'est que comme tout le monde voit ce que tous les autres font, en fait, la photo, pendant longtemps, ça pouvait être un truc très solitaire, où tu n'avais pas forcément... Enfin, tu pouvais avoir peu d'avis, et les avis qui comptent. Aujourd'hui, si tu commences à mettre tes photos en ligne, tu as automatiquement des dizaines d'avis non sollicités qui vont s'en mêler. On va y revenir un petit peu plus tard, d'ailleurs, parce on va parler des mariages LGBTQ et des réactions que peuvent avoir certaines personnes. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est très dur de ne pas avoir des dizaines d'avis non sollicités dès qu'on essaie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Ou même d'ailleurs quand on est totalement dans la norme. Mais c'est vrai que dès que tu essaies de tenter les choses, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. Sur le côté plus business de ta pratique, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale ? Mon entreprise. En fait, moi, j'ai une SARL, quoi, une URL, tu vois, et du coup, dedans, j'ai plein d'activités. Par contre, j'ai pas tout mis dans le même panier, quoi. Ça, c'est sûr. En mariage, c'est évolutif, mais si je fais 7 mariages à l'année, c'est déjà beaucoup. Ouais. Alors cette année, je suis assez embêté parce que du coup, je fais beaucoup plus de vidéos de mariage. Embêté dans le sens post-prod, pour ce travail qu'il va y avoir. Mais ça me plaît beaucoup. Et après, voilà, j'ai des séances famille. J'en ai, je sais pas, 20%. J'ai un mariage qui fait la moitié du chiffre d'affaires, on va dire. Et j'ai une grosse partie que j'ai développée l'année dernière sur la partie formation. Ouais. Et là, c'est une grosse partie qui apporte beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, je suis vraiment très content. Parce que du coup, en plus, j'ai pas l'impression de ne pas rien donner aux gens et d'accompagner les gens le mieux que je peux sur une partie technique de stratégie digitale, quoi. T'as la même approche sur ça, c'est-à-dire ce côté essayer de taper à côté des clous un petit peu pour voir ce que ça donne, ou t'as plus Alors oui, c'est rare que ça fitte pas avec les clients parce que bon, pendant 1 an et demi, je crois que j'ai eu une 40aine de clients, tu vois. Donc ça fait quand même pas mal. Il y avait beaucoup de photographes qui remettaient à jour leur site, et c'était souvent toi qui étais derrière. Ouais. Puis c'est pas fini, ça continue. Mais en tout cas, mon point de vue, c'est que, parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est qu'on peut toujours mélanger un aspect de soi qu'on veut cacher au client. Ouais. Et très clairement, l'aspect qu'il y a sur mon site de jeu de rôle, d'immersion compliqué, c'était quelque chose que je cachais avant. Et je faisais quand même des photos de ces choses-là. J'avais un site dédié à ça, qui avait pas mon nom.
Tout simplement parce que les gens étaient en costume avec des épées. Et je sais pas si tu te souviens, Julien, mais à une époque, les gens qui faisaient des jeux de rôle, c'était des satanistes qui allaient se suicider dans les caves. Donc c'était un peu compliqué. Tu vois, c'est un peu le jeu vidéo de notre époque. Maintenant c'est le jeu vidéo qui est le responsable de la violence. En fait, c'est pas du tout les gens qui sont fous, quoi. C'est une blague, bien sûr. Mais tout ça pour dire, c'est comme ça que je cachais ça. Et à un moment donné, j'ai fait une rencontre, on en reparlera. J'ai fait une rencontre de quelqu'un qui a vu ces deux choses et qui m'a dit que en fait fallait. Elle me l'a pas dit comme ça, mais je l'ai compris en tout cas. Elle me disait, là on voit que tu prends du plaisir et là on voit que tu fais les images pour tes clients. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait que je mélange tout et que j'aille chercher mes clients aux endroits où je prends du plaisir et leur livrer ce que je fais en prenant du plaisir avec ces gens-là. Et du coup, quand j'accompagne des gens sur leur stratégie digitale, sur leur site internet et sur la manière de comment ils communiquent avec les outils, il y a un moment donné, si tu veux, où je me dis, bon, ok, famille, particulier, ok, photo corpo, ok, mais t'es qui, en fait? Qu'est-ce qui te réunit? En gros. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi ta troisième corde de ton arc, quoi, en gros? C'est quoi? Montre-moi. Et en fait, il y a des gens, c'est pas difficile à trouver, et puis il y a des gens, ils le cachent, et du coup, quand tu le trouves, tu te dis, mais en fait, il y a de la cohérence à tout ça. Il y a de la cohérence. Et il y a même des gens qui arrivent à faire ce que j'essaye potentiellement de faire aussi, c'était trouver des clients qui potentiellement sont pas dans le même univers, donc on va dire le corpo, et des gens qui se projettent dans des photos corpo par un photographe qui fait pas que ça. Mais c'est parce que on imagine le corpo comme quelque chose de global, alors que dans le corpo, il y a plein de niches en fait. Il y a plein de niches. Moi, je ferai jamais des photos de gens qui mangent des cookies, tu vois. Ouais. Je dis ça comme ça au hasard, ou des photos de bébés avec des vêtements de bébé. Je ferai jamais ça en fait. Par contre, des photos de soirée où il y a des gens qui passent une bonne soirée avec des lumières naturelles, eh ben ça passe chez moi. Et à l'inverse, j'ai des copines avec qui j'ai travaillé qui le font déjà et qui l'appuient encore plus maintenant, tu vois. Qui ont tout un site basé sur le mariage, les bébés et les femmes enceintes, et qui derrière ne font que ça. Font des photos de vêtements de bébé pour du corpo, tu vois. Donc il y a une logique à ça. Ouais. Enfin, je dis il, elle, mais en fait, tu vois, je parle d'une photographe à laquelle je pense que j'adore, qui s'appelle Eulalie, et Eulalie Varenne, et qui fait ça comme ça. Qui fait ça bien. Enfin bon, voilà. Dont tu as refait le site d'ailleurs, il me semble. Oui. Justement. On en parlait. On va revenir à ton site à toi. Chaque prestation, tu vois, tu as pris un peu d'avance tout à l'heure en expliquant que tu publiais le premier mail de contact. Justement, tu vois, j'avais les questions est-ce qu'il y a des petites modifications, des choses comme ça. Donc ça, on l'a vu. La question, et encore une fois, on va revenir sur le côté un peu unique, c'est comment est-ce qu'on raconte, parce que tu arrives à nous immerger, en fait, à nous insérer dans l'histoire, comme si on y était finalement, le premier contact, le pitch, tu l'insères dedans, donc du coup ça nous permet de rentrer dedans comme si nous on était dans l'action. Oui. J'ai trouvé ça bien parce qu'en fait c'est une manière originale de raconter l'histoire sur le marché du mariage, par exemple. Si on prend le cas des albums de mariage, c'est un marché qui est archi saturé. Où tous les jours, si tu ouvres ton Facebook, tu vas avoir passé 4 ou 5 reportages différents de 4 ou 5 photographes différents. Justement, comment est-ce que tu arrives à raconter cette histoire de manière originale sur ce marché archi saturé? Si seulement je savais. Ouais. C'est une belle construction. Je sais pas. Ouais. Déjà, j'essaye de pas être trop stressé. J'essaye de pas être en attente de gens qui me proposent quelque chose. J'exclus le plus possible tout ce qui est prestation, en fait. Tout ce qui est de termes prestation. Moi, j'appelle ça les photographes plombiers, en fait, où en fait derrière ils vont facturer à l'heure, avec des photos qui sont livrées beaucoup plus vite que ce que je livre. Tu vois, donc du coup, tout ça mélangé fait que quand j'arrive sur un lieu pour un mariage, par exemple, il y a eu toute une réflexion pendant 1 an ou 6 mois de création de l'univers visuel. Tu vois, je suis dans la boucle, en fait. Je suis dans les emails. Je sais que l'an dernier, il y a un truc qui m'a choqué, que j'avais pas anticipé. Choqué dans le bon sens, hein. L'an dernier, je suis arrivé sur un site où des mariés avaient loué un château
où le 80% du château, c'était une ruine. Ouais. Il y avait 2 maisons refaites à l'intérieur. Tout le reste, c'était une ruine. Ouais. Et en fait, ils ont passé 1 semaine et demie à le décorer pour leur mariage d'une soirée. Le côté ruine. Voilà. Sauf que moi, je savais juste l'idée de ça. J'avais eu des visios, on s'était rappelé pour le choix des lumières, les couleurs de certaines fleurs, de vêtements, des trucs comme ça. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu la nana qui était responsable des fleurs et de la partie esthétique, qui me connaissait alors que je la connaissais pas, et qui me dit « Oh David, tu vas voir, tu vas t'amuser et tout ». Et là, je me suis dit « Putain, en fait, ça y est, potentiellement, je commence à toucher du bout du doigt ce que j'aime, c'est-à-dire que les gens me considèrent comme un artisan, tu vois, qui vient fabriquer, qui vient sublimer ce qu'eux ont préparé. Donc c'est un travail collectif. Tout ça pour répondre à ta question, que c'est un travail collectif de préparation et d'écoute. On va parler d'un autre truc sur tes articles, parce que ça, pour une fois que j'ai quelqu'un qui va pouvoir dire ce que c'est, tu mets des backlinks dans tous tes articles. Je trouve que ça contribue à construire aussi le côté éditorial et le partage de l'histoire et l'immersion, parce que tu peux aller voir un peu qui a fait quoi dans l'histoire, mais tu mets des backlinks vers tous les prestataires du mariage. C'est quelque chose qu'on devrait tous faire et que même les autres prestataires devraient faire vers nous, parce que c'est plutôt positif. Oui, c'est plutôt positif. Après, je le fais avec ceux que j'aime. Tu fais pas avec les autres que j'aime pas. Mais dans l'absolu, j'essaie quand même de le faire parce que je considère que je suis pas un dieu, quoi, et que on est là quand même que pour enclencher photo ou vidéo, et que derrière il y a tout un travail qui a été fait en amont de plein de gens, plein de petites mains, et que c'est la moindre des choses derrière de dire c'est pas parce que je tiens la caméra que je suis responsable de tout ça. Ouais. Si tes photos sont jolies, c'est aussi grâce à eux en fait. Bien sûr, encore heureux. La robe, les fleurs, le gâteau, même le DJ. Malheureusement, on a encore des discussions avec des DJ qui s'occupent de la lumière, alors que c'est quand même une sacrée hérésie, ça. Mais bon, il y en a qui font bien le taf, et donc du coup, autant bien les créditer. Et puis, en effet, comme je fais de la formation sur la stratégie digitale, du coup, j'ai cette connaissance-là de la technicité de ce que tu appelles backlink, du référencement, tu vois, du SEO, de la préparation du contenu, de la stratégie de contenu, de l'écriture. J'essaye de ne pas faire de la publication sur mon site ou sur Instagram de manière juste gratuite. Tout est préparé à quelque chose. En fait. Il y a quelque chose derrière. En même temps, je me dis ça doit aider aussi à gérer les espérances des mariés, parce qu'effectivement, il y en a qui ont l'impression qu'ils prennent un bon photographe et que ça va faire automatiquement des bonnes photos. Et effectivement, bon, t'as une manière de faire qui peut faire que tu vas compenser beaucoup de choses, mais il y a un moment, en fait, il faut avoir de la matière, quoi. C'est un photographe dans une salle blanche avec un gros logo WC derrière. Il va avoir une certaine marge de manœuvre, mais bon, à un moment, on fait pas des miracles non plus, quoi. Non, on fait pas des miracles, mais du coup, on a quand même cette opportunité, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me concerne, et puis il y a un groupe de gens qui ont les mêmes logiques que moi, c'est de se dire, on a quand même de l'avance sur de la réservation de mariage, tu vois, et que ça coûte pas grand-chose d'appeler les gens pour leur faire comprendre que potentiellement leurs idées préconçues qu'ils ont, des fois sont pas bonnes ou voire très bonnes, mais que du coup, on a un peu plus d'expérience sur certaines pratiques qui fait que on aimerait que l'éclairage soit comme ci, comme ça. Et donc, du coup, le fait de le dire, de le statuer, de le formaliser en étant sûr de soi, ça aide quand même ces gens-là à préparer leur événement. Donc, moi, je sais que je lis beaucoup des messages de gens qui vont peut-être se plaindre de leurs clients, être devant le fait accompli, qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Quand il se passe mal le truc devant eux, c'est déjà trop tard, en fait. C'est même plus la peine d'essayer de résoudre le problème, en fait. En amont, ça se règle. Là, quand tu es devant, tu le gères. On parlait de SEO. J'ai souri quand j'ai regardé ta page vidéo, parce que tu mets 2 films en avant. Oui. Les 2 films sont blindés de mots-clés. Alors, effectivement, ça va peut-être pas parler à ceux qui sont pas photographes de mariage, parce que c'est un peu la blague entre nous. C'est les mariages champêtres chics et les mariages dynamiques et naturels, où c'est vraiment, donc t'as 2 types, t'as 2 films très différents pour répondre à ces 2 problématiques-là. Mais on est d'accord que c'est les mots-clés de Google et que c'est blindé de bonnes références, quoi.
Ouais, c'est des mots-clés recherchés. Alors que ce soit Google, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est beaucoup recherché. Ouais. Et que moi, s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que si on reste assis à attendre que le client vienne, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Donc du coup, si tu te positionnes d'une certaine manière avec une appréhension du SEO et un contenu bien écrit, tu peux répondre à des besoins que Google a besoin. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui recherchent telle chose, pourquoi pas y répondre en fait. Donc voilà, après c'est toujours compliqué de répondre à des choses qui sont trop vastes. Là, c'est pas le cas. En vidéo, on n'est pas nombreux en France. Et je suis pas le plus. Enfin, je crois que tu avais fait Mathias sur ton podcast, ouais. Et donc du coup, il avait dû te dire ça, qu'il y avait quand même encore une prémisse. Il y avait encore beaucoup de place sur le milieu de la vidéo de mariage. Ouais. Même sur le milieu de la vidéo en général, hein, particulier, famille, tout ça, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc du coup, il faut se positionner, quoi. Voilà. Ouais, c'est ce que tu as fait avec talent. Et puis en même temps, tu arrives à montrer que tu appliques. C'est pas fait ce que je dis, pas ce que je fais. C'est tu appliques exactement ce qu'il faut faire, les bonnes méthodes. Toujours sur ton site, tu mets énormément de choses différentes sur ton site. On l'a vu tout à l'heure, et ça fonctionne. Ce côté la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie fun, la vie triste, la vie et tout fonctionne. J'ai envie de dire presque t'es un champion de la communication douce en fait, c'est-à-dire t'as ce côté où tu vas arriver dans la discussion et expliquer en douceur ce que t'as à dire, et quand tu sors de je le dis parce que nous on s'est connus sur Clubhouse, et t'interviens régulièrement dans les rooms. Souvent David, on le voit en bas on te voit en bas du truc, on dit un truc, tu montes, tu fais, sur ce point là je voulais dire ça, je reviens, j'ai les enfants à gérer, j'ai un truc à faire. Et en fait, quand tu es sorti de la room, on n'a pas de doute sur le fait que tu sais de quoi tu parles. Oui, après, c'est un biais. Hein. C'est quand je parle pas, c'est que je sais pas. Hein. Donc, il y a plein de choses que je sais pas. Hein. C'est plus ça, c'est que tu te tais quand tu sais pas et tu parles quand tu sais, que le fait de venir justement expliquer les choses. En fait, c'est que comme tu parles pas de tout, du coup, quand tu parles, on sait que c'est sérieux. J'essaye, ouais. En tout cas, s'il y a des gens pour écouter, c'est déjà bien, tu vois. Mais je sais pas. C'est une vraie qualité. En fait, c'est une vraie qualité en fait de savoir se taire quand il faut se taire et parler quand il faut parler. Finalement, c'est aussi important que de savoir quoi dire. Hein. Moi, c'est un process que j'ai depuis à peu près 6 ans, que j'ai maintenant, que je suis content que je gère. C'est le fait de retenir son jugement quand on n'a pas suffisamment de choses explicites pour parler. Ouais, et c'est dur, c'est très très dur, parce que des fois, sur le coup d'émotion, on peut s'emballer et dire ce qu'il faut pas dire. Mais voilà, j'ai ce point de vue. Enfin, en gros, j'ai travaillé sur beaucoup de l'art de la critique, du doute et des biais cognitifs pendant 6 ans. Ouais. Pour me rendre compte que, on va dire, sur les 2 dernières années, on commence à enfin moi, en tout cas, je commence à être à l'aise dans la manière de parler et d'écouter, et que des fois, on peut immiscer des idées dans la tête des gens sans avoir à les critiquer ouvertement, et qu'il suffit juste de leur faire poser des questions, et qu'après ils partent en se posant des questions, et que c'est à eux de faire le travail. Mais en tout cas, moi, j'adore ça, la rhétorique, et c'est peut-être ça que t'aimes. Non, mais je trouve... Je trouve que c'est assez comment te dire ça. Enfin, je sais que quand tu parles, c'est pas pour rien dire en fait. Voilà, c'est ça, je pense que j'ai noté à chaque fois. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je t'ai invité, c'est parce que justement, tu vas parler de ce que tu sais et tu vas peut-être laisser de côté ce que tu ne sais pas. Mais effectivement, dans un monde où tout le monde a un avis sur tout et rarement étayé, rarement réfléchi, c'est juste parce qu'il faut répondre à toutes les questions tout de suite sans réfléchir et sans faire de recherche. Tu vois, la question suivante, j'ai noté sur ton site un petit logo LGBTQ friendly, tu vois. Oui. Je me suis dit, tiens, on va en parler parce que c'est un peu dans le truc. Là, récemment, on a une collègue qu'on va nommer, c'est Alison, qui a publié une séance avec 2 hommes, qui a eu des réactions pas très gentilles, et je crois même
que ça a entraîné un blocage des stories sur Instagram pour elle pendant quelques jours, tu vois, ce qui est complètement con parce qu'en fait elle a rien fait de mal. Moi j'en ai publié un aussi récemment, un mariage gay, et au milieu de au milieu de pas mal de réactions très positives, j'en ai eu qui m'ont fait grincer des dents assez fort. Ce côté où tout le monde a besoin de donner son avis, de dire ah mais c'est comme ci, c'est comme ça, c'est machin, ces trucs, alors qu'ils savent pas en fait. Moi mes mariés, c'était les plus gentils du monde. C'est franchement, je les ai rencontrés, mais ils m'ont touché. Je les ai adorés. J'avais qu'une envie, c'est de leur faire plaisir. Et ces gens-là, ils voient pas ce côté-là. Je les appelle les toutologues. C'est les gens qui savent tout sur tout en fait. Tu vois. Et malheureusement, les gens qui critiquent sont souvent ceux qui sont pas touchés par le problème, tu vois. Le problème, c'est pas un problème, mais qui ont pas au-delà au-delà de l'aspect de société d'une classe de gens qui est opprimée. Quand tu vois que y avait des gens qui descendaient dans les rues contre le mariage pour tous, c'est quand même ouf qu'en fait on mette autant d'importance dans des gens qui manifestent sur quelque chose qui les touche pas en fait. Donc au-delà de l'idée que je trouve ça un peu dérangeant de voir des gens qui critiquent ça et que moi j'en ai rien à faire de la sexualité des gens, chacun fait ce qu'il veut. Au-delà de ça, je me suis rendu compte aussi que c'est bien de se positionner et de dire chez moi en tout cas il n'y a pas de jugement et vous êtes en confiance, parce que à l'inverse il y a des collègues qui refusent de faire des shootings, des mariages comme ça, et on va pas les juger, tu vois, chacun fait ce qu'il veut, mais en Après, tout cas ils peuvent refuser en silence aussi. Oui, exactement. Mais en tout cas, moi, c'était réfléchi dans le sens où le fait de dire, chez moi, tout va bien, c'était la même raison que quand je dis, moi, j'aimerais bien faire un mariage avec des gens qui ont perdu la vue. Tu vois, la wishlist dont tu parlais tout à l'heure, pour moi, c'est la même raison. C'est aller chercher des gens qui sont potentiellement à la marge de la société, mais qui ont une vraie vie passionnée, en fait. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Je me suis posé cette question récemment parce que tu vois, je m'étais jamais posé la question en fait jusqu'au moment où j'ai été contacté par un couple de garçons et en fait je me suis retrouvé face à eux. Oui, je vais vous photographier, y a pas de problème quoi. Et je m'étais pas posé cette question et maintenant je me demande comment l'inclure. Je pense que le simple fait que j'ai fait ces photos et que je communique dessus est relativement clair, mais je me demande s'il y a des choses en plus ou pas à faire, mais bon, ça peut être un long débat. Oui, potentiellement, il y a plein de choses à faire, mais l'humain est compliqué. Moi, en tout cas, les gens qui manifestent contre des couples homosexuels, c'est pas des gens avec qui je veux travailler, tu vois. Donc, du coup, le fait d'afficher que chez moi, ça se passe bien, peut-être ça fait fuir ces gens-là. Donc, c'est une manière d'attirer ceux qui te plaisent et de repousser ceux qui te plaisent pas. C'est pas mal aussi, comme... Voilà, ça m'est arrivé une fois il y a 3 ans de faire un mariage avec 2 femmes. J'ai pas communiqué dessus parce que ça s'est pas bien passé, mais c'est peut-être pour des raisons de clientèle et pas du tout en rapport avec leur vie perso. Et puis visuellement, j'étais un peu embêté parce que du coup j'ai pas montré les images parce que ça s'est pas bien passé. Mais en tout cas, le mariage c'est super bien passé. Et il n'y avait pas de jugement par rapport à ça, etc. Donc, c'est important. Tout ça, c'est du pipeau de gens qui veulent pas changer les choses, quoi. Ok. Dernière question de ce côté business. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ? Oui, là, je suis content de ce que j'arrive à faire. Même l'année prochaine, ça sera encore mieux. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de rebondir pendant le Covid sur l'aspect formation. Comme je l'ai dit au début, j'ai une famille, j'ai 3 enfants, donc du coup, quand le Covid est tombé, j'ai eu la chance d'avoir dans mon entourage des gens qui sont dans la médecine et dans l'infection et qui m'ont dit que ça va être très très compliqué, on va en avoir au moins pour 4 ans. Donc du coup, très rapidement, il fallait que je trouve une autre piste, quoi, parce que la photo allait plus suffire du tout pour faire vivre en tout cas le foyer. Donc du coup,
j'ai lancé l'aspect formation en baissant la tête et encore en ouvrant une nouvelle vanne de projet à mon arc, quoi, entre eux. Et ça a très très bien marché parce que comme pour l'aquatique, il y a quasiment personne en référencement sur les créatifs, les artisans. Il y a pas grand monde de compétents en tout cas. Voilà, donc du coup ça m'a beaucoup aidé ça m'a permis d'être assuré au niveau finance et de faire moins de shoots et de réfléchir à des shoots qui sont potentiellement plus créatifs, plus chers et du coup d'être un peu plus pisse dans la tête, quoi. Ça libère vachement, je trouve, de ne pas avoir l'obligation de shooter beaucoup. Justement parce que tu peux dire non à des choses qui t'intéressent moins et qui vont te libérer l'esprit, et oui à d'autres choses qui te rapporteraient peut-être moins mais qui vont peut-être t'apporter beaucoup plus sur la durée. Ouais, bien sûr. Ouais, puis je suis pas dupe, je te l'ai dit tout à l'heure un peu, j'ai une cible qui potentiellement, enfin ma cible est vaste, mais il y a une cible qui est potentiellement qui aime l'image. Donc du coup être dans la sphère des gens qui travaillent l'image, même pour leur business, ça m'ouvre des portes pour travailler avec des gens très créatifs qui cherchent des gens pas communs. Donc je suis hyper content de ce qui s'est passé moi pendant le Covid, à part tout ce qui était désagréable que tout le monde connaît, mais ça m'a forcé à casser mes habitudes et à développer un business qui, sur l'année prochaine, va être très, très, très bon pour moi. Non, ça, c'est cool. Ça, c'est bien. On arrive à la conclusion de l'épisode. Si je te demande les pires moments de ta carrière. Je sais pas. Ouais, il y a plein de blagues du style tu penses que la personne elle est enceinte mais en fait elle a un peu de poids. Non, pas ça. Après comme j'ai fait pas mal enfin pas mal, pas autant que certains, mais comme j'ai fait quand même en grande majorité des mariages, je sais que j'ai eu beaucoup au démarrage de mauvaises clientèles mal ciblées, tu vois. Donc du coup, tu te retrouves avec des discussions en livraison des photos où ça va loin dans les discussions, c'est compliqué. La faute est partagée parce que du coup, le client demande des choses qu'il devrait pas demander. Moi, j'ai pas réussi à faire ce qu'il fallait. J'ai pas rendu en temps, en heure, etc. Donc ça peut cristalliser des moments assez compliqués qui peut encore arriver. Mais bon, je sais que c'est des choses qui me plaisent pas quand j'arrive pas à rendre les choses qu'il faut. Avec le temps, on prend du recul aussi. On s'impose à des délais qui sont acceptables par les clients. Mais il y a un moment donné, c'est vrai qu'on peut pas tout réussir, quoi. Ça, c'est clair. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? Je sais pas. J'en ai plusieurs. Je dirais que ça va être des rencontres, quoi. Je sais que j'aime beaucoup m'imaginer comme une éponge qui, au contact de gens encore plus créatifs que moi, m'apprend beaucoup de choses, tu vois, sur moi-même en fait. Et les moments que j'aime beaucoup sur les dernières années que j'ai passées là, c'était souvent des rencontres avec des photographes marquants ou des créatifs marquants qui, en 3 mots, vont te faire revoir tout ton business, quoi. Et donc j'en ai plusieurs. Après, je te dire lesquelles. Je pense que celle qui m'a fait vriller, c'est celle que je te conseillerais en futur podcast, mais que j'ai rencontrée sur un workshop de Éric René Penoy, où en fait j'étais juste élève et en très peu de phrases, elle a su me dire des choses qui m'ont éclaté, quoi, qui m'ont éclaté dans le bon sens, du style il y a ça qui va pas, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, tu vois, des questions hyper fortes où je devais avoir les réponses mais je les avais pas, et en face de moi j'avais un petit bout de personne de 30 ans et du coup moi j'en avais 40 et je me dis putain en fait je suis en train de me faire éclater par une jeune fille de 30 ans et elle a raison. Et ça c'était sans doute un des moments très marquants de... Ça t'a fait remettre en question. Du coup, c'est qui ta recommandation pour le prochain épisode ? Eh ben, c'est devenu une très bonne amie. C'est Vanessa Madec, qui est à ce jour, à mon sens, une des portraitistes les plus talentueuses de France, parce qu'elle a réussi à faire ce que j'essaye doucement de construire, c'est-à-dire d'avoir un propos, et que quand on voit une de ses photos, on peut potentiellement se dire c'est une photo de Vanessa. Et oui.
Et c'est ce que je te disais au tout début sur Wes Anderson, où moi, ce que j'essaie de construire aussi, c'est que on essaye de construire cette œuvre, entre guillemets, tu vois, en travaillant avec les gens. Mais du coup, elle arrive à le faire dans son petit corps de petite fille de 30 ans. Mais en fait, à l'intérieur, c'est un gros Goliath, quoi. Ok. Donc j'adore. C'est noté. On va se mettre en relation pour un prochain épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? C'est quoi les adresses de tes sites, de tes réseaux? Eh ben écoute, sur mon site déjà, il y a pas mal de choses. C'est un petit labyrinthe, mais j'aime bien que les gens s'y perdent. davidmazo.com. Dedans, il y a tout. Après, j'ai une partie formation qui est surtout sur une URL qui est sur la partie formation. Donc c'est /learn à la fin, mais ça D'accord. tu Ça, je mettrai les liens dans les notes d'épisode. C'est juste pour que les gens qui écoutent et les références, parce que tout le monde ne va pas avoir les notes d'épisode. Ouais, c'est ça. Bah après, il y a tout dans les menus. Il y a la photo, il y a la vidéo, et puis il faut adhérer à ce que je fais, et puis fouiller, et puis surtout me parler. Et ça, c'est le plus important. Voilà. et puis j'ai un studio que j'ai ouvert il y a quelques semaines à Bordeaux, qui s'appelle Studio 16, parce qu'on a hyper réfléchi au nom. C'est le numéro 16 de la rue. Donc c'est studio. C'est une bonne manière. Et mais là, du coup, il n'y a pas trop de mon nom dessus, puisqu'on est deux. T'es avec qui? Et un loueur de matériel photo-vidéo d'une société qui s'appelle Cinequinox. Et du coup, ça nous permet d'avoir un réseau de gens. Parce que le studio, il n'est pas que pour moi, largement pas, même un dixième peut-être, parce qu'en fait, l'idée, c'est de le louer à d'autres, un lieu de création. Et puis voilà, après, j'ai 2 comptes Instagram. J'ai un compte Instagram sur mes images, et puis j'ai un compte Instagram sur la partie formation. Et dans pas longtemps, potentiellement fin janvier, enfin on va dire plutôt en septembre, je vais communiquer sur mon premier workshop qui va développer ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire essayer de construire une image de marque qui est unique chez chaque créateur, en fait. Et pas reproduire la norme. Très bonne idée. Du coup, je mettrai les liens dans les notes d'épisode. Je repartagerai sur les réseaux de Dans l'œil du photographe quand tu sortiras cette formation. Je repartagerai les liens pour les gens que ça intéresse. Et puis comme ça, ils pourront se renseigner, te rencontrer en personne. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode, de nous avoir ouvert ton œil. C'était très intéressant. C'était même presque surprenant parce que je t'avais pas vu aussi différent de la norme justement, et aussi à part et dans ton univers en fait. Réellement, mais du coup c'était assez fascinant de voir ce qu'on peut faire quand on fait pas forcément les compromis que tout le monde fait en fait. Ça c'était merci. Merci beaucoup David. Merci de l'accueil, c'était une expérience inédite. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ok.